Je ne vais pas être très long, mais quand même deux petits mots d'introduction parce que c'est quand même un moment important à beaucoup d'égards, le début d'un cycle et d'un cycle de conférences dans une école d'archi, et en plus un cycle qui est quand même vraiment à l'image de l'école, puisqu'on a fait un appel pour que des enseignants se proposent à constituer des cycles de conférences. Cette fois-ci, c'est Mathieu Berthelot et Antoine Béal qui ont pris la main. Ils ont été accompagnés, on le remerciera aussi, même s'il n'est pas là, par Claude Moussoki de la communication. Mais donc pour constituer un programme de conférences qui témoigne donc des intérêts, je dirais des intérêts, pas du désintérêt, des intérêts que l'école d'architecture et de paysage de Lille a aujourd'hui en 2024. Et donc je pense que c'est un bon marqueur, quand on compare les cycles d'année en année, un bon marqueur des orientations que l'école prend. Et cette année, le thème est donc habité. Je vous invite, vous avez tous sans doute déjà vu passer l'annonce de tout le cycle que l'on va commencer aujourd'hui. Je vais attendre que tout le monde se place pour pouvoir continuer, pour insister, pour vous inviter tous et toutes à bien déjà prendre note de tous ces rendez-vous. C'est très important. Je dirais que c'est presque aussi important que les cours, sans vouloir du tout minimiser l'importance des cours, mais c'est à côté. Non, non, vous pouvez faire, et vous devez faire les deux, mais franchement, ces à côté sont aussi nourrissants, aussi passionnants que les cours eux-mêmes. Et donc, c'est vraiment pas à négliger. Et donc, oui, c'est probablement 1h30, 2 heures de votre emploi du temps déjà très chargé, mais en même temps, vous allez voir que tous ces regards et tous ces formats d'ailleurs de conférences très différents sont des sources de nourriture pour vous extraordinaires. Je vais juste, ou à moins qu'Antoine le fasse, vous dire, vous rappeler qui sont les conférenciers. Donc, ce soit la colle, puisque vous êtes là, vous savez qui vous venez écouter. Peter Swinen, architecte dans beaucoup d'ailleurs de formes de ce que l'architecture peut être aujourd'hui, ou la pratique de l'architecture peut être aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois une pratique d'architecte au sens le plus connu du terme, mais aussi la critique, l'édition, l'histoire, et donc plein de figures différentes d'architectes en une personne, Peter Swinen. Et le Guy de Gavre, autre architecte belge, mais qui, elle, viendra présenter un film. Marguerite Poueyot, de Bordeaux, Festival de Cannes, une association, H Architecte, qui est donc en quelque sorte la reprise d'une conférence qui devait avoir lieu l'année dernière, mais qui n'a pas pu avoir lieu, et qui, pour eux, la date n'est pas encore fixée, mais ce sera au début. Alors, la date est fixée, Véronique ? Alors, c'est Mathieu qui sait. Alors, la date est fixée. On le dira. Bon, il nous le dira. Ok, ce sera communiqué en temps voulu. Mais donc voilà, et donc je vais m'arrêter juste là pour insister sur le fait que vous avez tout intérêt à participer, à assister à ces conférences, à poser des questions et à vraiment jouer le jeu de tout ça. Remercier très chaleureusement Carles d'avoir accepté cette invitation. Carles qui est architecte, qui est aussi enseignant et qui, figurez-vous, tout le monde ne le sait peut-être pas encore, est passé par l'école d'architecture et de paysage de Lille il y a 15 ans maintenant. Et je ne crois pas que c'est de ça qu'il va parler, mais il pourrait nous en dire un petit mot quand même de cette comparaison entre l'architecture espagnole et l'architecture française, ce qu'elle a été, cette comparaison il y a 15 ans, et ce qu'elle est aujourd'hui, parce que l'on voit quand même des scènes architecturales évoluer à des rythmes assez différents, et que voilà, c'est important aussi pour vous d'être à l'affût de l'actualité et de voir où les choses se font, où les choses les plus vibrantes, les plus expérimentales, les plus intéressantes se font, et que parfois il ne faut pas non plus chercher midi à 14 heures, que des choses qui se font près de chez nous sont aussi très intéressantes, mais pas que. Et donc c'est tout ça que vous avez à envisager grâce à ce cycle de conférences. Et donc encore une fois, merci Mathieu, merci Antoine d'avoir fait ce choix, et Carles, merci beaucoup, et à toi. Oui, merci, monsieur le directeur, cher Pablo, d'avoir introduit. On m'entend là, c'est bon? Ouais. Oui, je suis très heureux de recevoir Carles, hein, qui représente le collectif, la coopérative, donc la Colle de Barcelone.
pour plusieurs raisons. La première, effectivement, tu as raison de le dire, on parle souvent d'architecture contemporaine, c'est-à-dire une architecture de notre temps, et je pense que ta compagnie, plus que ton agence, hein, représente à la fois dans le fond social, le fonds participatif, la structure même de l'agence, la façon dont vous avez de vous adresser à des clients, à des maîtres d'ouvrage, à travailler pour eux, autant que la forme de l'architecture que vous produisez, liée donc à des questions environnementales, est tout à fait intéressante. Je pense qu'effectivement, ce mouvement, comme d'autres mouvements qui ont existé dans l'histoire de l'architecture, est un mouvement qui existe également sous nos latitudes. Hein. Tu l'as dit, Pablo, en Belgique, en France, en Espagne également. Est-ce qu'on doit dire en Espagne ou en Catalogne, d'ailleurs? Tu nous diras ce que tu préfères. Et puis, ce qui est très très bien, c'est que aussi, vous avez finalement, à travers une opération qui a fait beaucoup entendre parler de vous, hein, l'opération Laborda, j'imagine que tu en parleras, les membres des grands prix d'architecture en Europe ont vu juste, à travers notamment des opérations qui ne sont pas si grandes finalement, rafler énormément de prix nationaux, internationaux, à la fois sur des questions de qualité architecturale, sur d'engagement participatif, mais également sur des procédés de construction. Et en cela, je trouve ça véritablement passionnant. Donc c'est pour nous, la Colle, une agence, vous verrez, donc les étudiants, c'est pas simplement une recherche de design, mais c'est, on va dire, un écosystème général hein, qui réunit les modes de production, la façon aussi, je ne sais pas si tu parleras également, la façon dont vous êtes structuré dans votre agence, je pense que ça me paraît important. J'étais il y a quelques jours à Nancy, donc dans le collectif LADA, je ne sais pas si tu connais, donc Studio LADA, qui est aussi un collectif d'architecture qui rayonne sur Nancy, d'une certaine manière qui fabrique la nouvelle école de Nancy. Qui travaille beaucoup dans le bois. Voilà. Je ne vais pas être plus long. Et puis, effectivement, il se fait que le hasard fait que c'est peut-être pas un si grand hasard. Nous sommes allés ensemble il y a 15 ans, c'est ça donc, en Suède, à Stockholm et à Göteborg, donc, où tu étais étudiant avec moi. Voilà, où tu as, j'imagine, d'excellents souvenirs. Voilà, mitigé, il a dit. Il m'a dit mitigé, donc c'était pas si bien. Voilà, je te laisse la parole. Un grand merci. Merci. Et merci à tous pour avoir venu nombreux. Et je m'excuse d'abord parce que je pense que mon français, c'est pire maintenant que ça fait 15 ans quand j'étais ici. Et en plus, c'est une chose que je suis plus habitué à expliquer en catalan, espagnol, anglais. Donc, peut-être il y a quelques mots que je connais plus et qu'il faudra que je le dise en autre langue. Et effectivement, j'étais ici là, en 2007-2008. C'était une expérience mixte. Aussi, c'était une expérience à la fin Erasmus. Et il y a des choses que j'ai très bons souvenirs. Il y a, pour moi, une des choses que j'aimais très bien d'ici, c'est d'être très bien placé pour voir des choses, non plus pas seulement dans l'Europe, mais aussi dans cette région. Et une chose que j'aimais très bien, que je ne sais pas si vous avez encore, c'était qu'on avait une voiture en disposition des étudiants pour voyager. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était le mien. Et on prenait les week-ends les voitures et on allait ailleurs. Donc, c'était un des privilèges d'être une petite école, non? Parce que moi, je venais de Barcelone, qui était une école de 3-5 000 étudiants. Et ici, c'était un peu plus familière pour les bonnes et pour les mauvaises. Oui, mon idée d'aujourd'hui, c'était de raconter un peu ce qu'on travaille le plus maintenant. C'est coopérative de logement, coopérative d'habitants. Les mots, c'est un peu compliqué aussi, même en Catalogne et en Espagne. Je raconterai ça un peu, aussi un peu qui on est. Et j'espère que j'aurai le temps de... Mon idée, c'est de vous laisser le temps de mettre questions et on peut approfondir un peu plus dans les choses que ça vous intéresse le plus. Et d'abord, expliquer que je viens ici comme part de ce groupe qui est plus grand.
Et en fait, c'était marrant par ça parce que l'école a invité la colle. Mais je pense qu'ils ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un qui avait étudié ici, qui faisait partie de la colle. Et donc, quand on a reçu l'invitation, c'était moi qui a dit, ouais, c'est moi qui va y aller. Mais on est un groupe de plus ou moins 20 personnes. On est 11 qui nous sommes architectes, qui on est aussi le partenaire de la coopérative. On travaille comme une coopérative de travail. Et on peut, si vous avez des questions de ça, on peut parler plus, parce que moi j'aime bien quand je vais dans les écoles de raconter qu'il y a des autres possibilités que aller dans un gros bureau ou de créer ton propre bureau toute seule. Il y a des choses qui sont au milieu et qui pour moi marchent beaucoup mieux. Moi, je pense que j'aurais jamais ouvert ma propre agence parce que c'est très dur en fait d'avoir une agence, et maintenant je le vois parce qu'on a même des employés qui ne sont pas encore de membres de la coopérative. Donc c'est une chose très dure à faire. C'est très aussi, on est très heureux en même temps, mais je pense que c'est mieux de faire ça ensemble avec les autres. Non? Et c'est une chose que vous verrez aussi avec les coopératives d'habitants. En tout cas, c'est une histoire un peu exceptionnelle parce qu'on était deux groupes d'amis de l'école d'architecture qu'on se connaît depuis le premier jour et qu'on a commencé pour louer un petit local dans un quartier de Barcelone qui s'appelle Sants pour travailler nos projets. Vous êtes étudiant d'architecture, vous savez bien comment ça se passe, non? Mercredi, 3 heures du matin, travailler tout ensemble, à toute seule, à la maison, une maquette. Parce qu'à Barcelone, on n'a pas ces beaux espaces d'atelier que vous avez. Tu n'as pas ton propre atelier où tu peux laisser tes affaires, tout ça. C'est une chose que j'aimais bien de Lille. Et là, à Barcelone, tu étais forcé à amener tout le temps les choses chez toi. Et à la métro, c'était compliqué. Et à la fin, on a décidé pour louer un espace pour travailler nos projets de l'école. Et en fait, c'était un peu par hasard qu'on est arrivé dans ce quartier qui est un quartier très populaire, avec une histoire très riche d'associations de quartiers, de coopératives, de partis politiques, de syndicats, tout ça. Et à cause de ça, on a commencé, déjà qu'on était des étudiants, on a commencé et on était au rez-de-chaussée. Il y avait les voisins qui entraient, ils nous demandaient qu'est-ce qu'on faisait. Et quand on les racontait qu'on était des étudiants d'architecture, ils nous ont commencé à expliquer leurs problèmes. Et là, on a vu qu'on pouvait, avec nos outils, nos connaissances, les aider. Et c'est ça qu'on a commencé à faire bénévolement au début, de participer dans les associations de quartier en les aidant des problèmes qu'il y avait là-bas. On étudiait, pendant qu'on étudiait, c'était un peu le boom économique en Espagne qui était très lié à la construction. Et en fait, le moment qu'on a fini nos diplômes, c'était la crise économique en Espagne, très liée à la construction. Donc, la moitié de mes collègues ont parti dans des autres pays. Et ce qu'on a resté, on a décidé d'essayer de créer nos propres projets d'entreprise et les faire en façon différente de ce qu'on avait vécu aussi comme des internships, non? Dans les grands ateliers qui ont une très bonne réputation à Barcelone, mais qui, comme dans tout le monde, la plupart, c'est pas forcément tous, mais non, il y a une façon de travailler dans les métiers d'architecte, non, qui est un peu abusif des fois dans les salariés, non, même s'ils sont salariés, il y a aussi des fausses freelance et tout ça. C'est une profession qui... Désolé si vous êtes déjà un peu tard pour changer de profession, mais c'est un peu dur, les métiers, non? Et la concurrence qu'on a et la façon de travailler, des heures qui finissent jamais, tout ça. Et on voulait changer un peu ça, non? Donc, on a décidé de créer un coopératif, aussi parce qu'on était entouré des coopératives qui nous ont aidés à faire cette idée. Et maintenant, ça fait 3 ans qu'on a déménagé dans cet espace parce qu'on avait besoin de bouger. C'est une ancienne usine qui est 5 minutes à pied de l'espace où on était avant, qu'on a rénové. C'est un ancien qui est protégé, une usine qui est protégée et qu'on a fait la rénovation et qu'on partage avec
9 autres entreprises de l'économie sociale, ça veut dire coopératives, fondations, associations but non lucratif. Donc, on a différentes entreprises. On les rez-de-chaussée là, la Ciutat Invisible, c'est une librairie spécialisée en choses politiques. On est en dessous de ça. Et je pense que... Non, je n'ai pas l'image là. Mais il y a aussi un restaurant, il y a plein de petits projets là. Donc, si vous venez à Barcelone, vous êtes bienvenus. C'est un espace qui est ouvert. Et si vous voyez par la fenêtre de l'espace qui est en dessous de la librairie, on travaille là-bas. Et en fait, les dernières années, on a été assez connus pour ce projet-là, La Borda, qui a gagné quelques prix et qui a eu beaucoup de répercussions. Et s'il y a un projet de nous que vous connaissez, peut-être c'est celle-là. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien de parler un peu de tout ça que vous ne voyez pas, non? De les choses, parce que dans les magasins ou dans les websites, Design, Archie Daily, whatever, vous pouvez voir toutes les images, mais vous ne savez pas comment on arrive à cette image-là. Et on pense que c'est important de voir tout ce qu'on ne voit pas, non? Toutes les complications, toutes les choses qui sont liées à ce type de projet. C'est très spécifique à ce type de projet, mais je pense qu'il y a plein de choses qu'aussi on peut utiliser pour des projets plus conventionnels. Là, c'est un diagramme qui montre pas seulement toute la partie des moments clés de projet d'architecture, mais il y a plein de ces moments clés qui sont liés au développement légal, foncière, de l'organisation qui s'élargit et c'est plus compliqué. Donc, il faut, comme je disais, qu'il faut que je clarifie un peu qu'est-ce qu'on parle dans ce type de projet que je vous montrerai. Ce sont des coopératives de logement, des coopératives d'habitation. Ici, en France, c'est un mélange d'habitat participatif, coopératives d'habitants. Même en Espagne, c'est compliqué parce qu'on avait des coopératives de logement, mais spécialement dans les années 70. Mais c'était des coopératives de logement qui étaient faites pour les gens qui se mettaient ensemble. À la fin, un coopérative, c'est des gens qui se mis ensemble pour un but en commun. Mais là, le but en commun, c'était de construire des logements le moins cher possible. Et quand le bâtiment il était construit, il divisait légalement les habitants, les logements. Et chacun, c'est le propriétaire de sa propre maison. Et maintenant, ces coopératives qui ont fait plein de bâtiments dans les années 70, c'est des logements comme les autres, qui sont dans les marchés, qui n'ont rien de spécial. Ici, c'est un nouveau type pour l'Espagne, mais qui existe, ça fait longtemps dans plein de pays, dans Danemark, dans Suisse, dans Uruguay, en Allemagne. Ce qu'on appelle, pour différencier un peu des coopératives de logement classique, on l'appelle coopérative aux sessions d'usage parce qu'on met beaucoup d'efforts dans la partie d'utiliser le logement. Non? Donc, pour résumer, l'idée, c'est qu'il y a une propriété collective. Tous les bâtiments appartiennent toujours à la coopérative et il n'y a pas une division de la propriété. Toute la prise de décision se fait démocratiquement pour la coopérative, tous ensemble. Et chacun a uniquement le droit d'utiliser sa maison, mais il n'a pas le droit de les vendre, les sous-louer. Si tu n'as pas besoin plus de la maison, tu quittes et c'est la coopérative qui décide qui va entrer là. Ça, c'est une des choses qui sont plus liées au légal et la gestion et tout ça, mais qu'on est très fiers et on met beaucoup d'efforts à raconter ça parce que c'est des choses qui nous aident à toutes les choses qu'on fait après qui sont les plus innovatives, peut-être au niveau architectural, mais que sans cette logique légale et de relation, ça ne sera pas possible. Ça, c'est au niveau économique. Je ne m'arrêterai pas trop. Si vous avez des questions, on peut retourner après. Mais parce que je dis seulement parce que c'est toujours dans la question. Mais dans ces modèles, les gens ils doivent mettre en partie de la somme d'abord, qui récupèrent s'ils partent de projet. Et après, il y a une grande partie de prêts
que maintenant, ces projets, ils sont en train de retourner. Et ils font ça avec les loyers que les gens qui habitent là payent chaque mois. Dans ce type de projet, par exemple, dans la Borda, en moyenne, c'est 500 euros pour les appartements moyens de 60 mètres carrés. Ça, c'est la moitié au moins de ce que tu payes dans le marché, dans le même quartier. Et en fait, dans le cas de la Borda, c'était un projet expérimental, tout nouveau, que c'était la première fois fait de cette façon en Espagne. C'était la première fois, en fait, c'est dans des terrains publics. Donc, c'est ce que vous disiez ici, HLM, non? C'est des logements sociaux. Mais c'était très vitement, non, ça expandait très vitement, spécialement dans Barcelone, Catalogne, et aussi dans quelques autres parts de l'Espagne. Maintenant, on a 19 projets en Barcelone. Il y a 16 qui sont sur terrain public et 3 qui sont dans le terrain privé. Et après, quand tu vas dehors de Barcelone, c'est un peu l'inverse, parce que le terrain est le moins cher. Non? Et seulement pour montrer là, non, que ça a explosé très vite dès que la Borda a été finie, spécialement. Il y avait une croissance très, très grande. Et on est aussi on a beaucoup de chance parce qu'on a eu la chance de faire la Borda et après un autre que je vais vous montrer des images, qui est la Balma. Le troisième et quatrième, en fait, le troisième, le vernissage, c'est dimanche. Et l'autre, on va finir la construction dans un mois. Et tous les autres que vous voyez, on va commencer la construction en été plus ou moins. Et d'abord, c'était seulement pour raconter aussi dans ce cas que c'est des logements sociaux, que c'est important aussi, non, de faire ce type de projet. Non? Maintenant, on voit beaucoup ce type de projet de co-housing, co-living, blablabla, mais qui c'est dédié à des choses hyper chères, non seulement pour un type de personnes, mais en fait, quand tu vois ce type de projet dans des quartiers, dans des pays comme Uruguay ou Danemark, c'est pas mal de temps, c'est des logements sociaux, en fait. Ça, c'est le moment le début de construction de la Borda. Et en fait, aujourd'hui, je peux rester ici jusqu'à demain que je parle, vous raconter des choses de projet, mais pour être un peu plus concret, je vais parler de la participation du programme de logement collectif et un peu de la durabilité aussi. Donc ici, c'est un type de projet que ça nous intéresse beaucoup parce que c'est très différent de ce que normalement tu trouves comme architecte quand tu travailles le logement collectif. Non? Quand tu travailles le logement privé d'une famille, tu as les clients là qui sont les gens qui vont habiter là. Mais quand tu travailles le logement collectif, normalement ton client, ce n'est pas les gens qui vont habiter là. C'est soit le public ou soit les privés, mais c'est quelqu'un qui va vendre, qui va gérer et qui a dans la tête des problèmes différents de ceux que les gens vont habiter là-bas. Non? Si c'est un privé, c'est parce qu'ils ont dans la tête comment faire les maisons de façon qu'ils peuvent vendre le plus cher et avoir le plus de profit. Si c'est le public, c'est de comment faire les maisons de façon qui sont faciles à gérer, qui n'ont pas de problèmes de la gestion dans quelques années et tout ça. Mais ici, dans ce type de projet, on a d'abord un groupe, peut-être c'est tous les groupes ou une partie du groupe, des gens qui vont habiter là et qui ils savent déjà quelque chose de la façon qu'ils veulent habiter. Donc ça nous donne un résultat, non? Et un processus qui est complètement différent de traditionnel. Et ça peut arriver dans tous les niveaux. On engage les utilisateurs, les habitants dans les sessions de workshop, de design et tout ça. Mais dans quelques projets, s'ils ont envie, s'ils ont aussi les connaissances, on peut arriver jusqu'à même partie de la construction. Il y a des pays dans l'Uruguay qui font 100% de la construction avec les futurs habitants. Ici, ça dépend de s'il y a des gens qui peuvent tirer un peu de ça. Dans le cas de la Borda, on avait 2 personnes qui étaient charpentiers. Donc, ils avaient la connaissance et des outils qui pouvaient nous aider à faire des choses en bois.
Oups. Et une autre chose qui est intéressante, c'est qu'on a d'abord les gens, donc on peut aussi pas seulement les faire participer, mais on peut aussi les étudier et voir quel est notre groupe. Non? Et là, on voit déjà des choses intéressantes. Non? Même toujours le logement qui est proposé pour les publics, pour les privés, spécialement pour les privés, ils donnent plein de petites maisons, mais qu'ils ont plein de petites chambres parce que c'est les choses qui vendent plus cher. Même si plus de la moitié de foyers en Espagne sont personnes qui habitent toutes seules ou en couple. Et c'est ça qu'on avait aussi dans la composition sociale de la Borda, par exemple. À 28 foyers, il n'y avait qu'un qui était père, mère et 2 enfants. Non? Tout l'autre, 27, la basse majorité, étaient des choses différentes. Non? Des gens qui étaient divorcés, des mères qui étaient toutes seules, des gens qui habitaient toutes seules, des adultes qui voulaient habiter ensemble. Non? Donc on a une variété de foyers qui est la réalité de nos pays, mais que la machine de produire maison ne marche pas avec la réalité. Donc tout ça nous permet, dans ce type de projet, de redéfinir qu'est-ce que c'est le logement collectif. Non? Pourquoi on fait de logement collectif qui à la fin est seulement de logements individuels en dessous de l'autre, et c'est tout. Non? Et que tu as le minimum d'espace commun, comme des escaliers, comme des machines, tout ça, parce que c'est les choses qui ne donnent pas d'argent, qui ne sont pas des espaces utiles, mais le maximum d'espace, de surface, c'est donné dans des logements qui donnent toutes les choses que tu as besoin seulement dans cette unité de logement. Non? Donc, dans ce type de projet, on fait toujours un exercice de réfléchir qu'est-ce qu'on fait à la maison. Et là, maintenant, je pense qu'après le Covid, c'est un peu plus évident, mais on a commencé ça aussi avant Covid. Et, tu voyais que les gens, quand ils pensaient à chez eux, ils pensaient dormir, cuisiner, non, manger. C'était un peu tout. Non? Mais il y a plein de choses qu'on fait et qu'on a toujours fait à la maison et qu'on peut plus encore faire dans la maison, liées au stockage, non? De garder des choses, liées au travail, liées à mode de transportation, de mobilité, liées à stocker et garder des choses, liées aux vêtements, liées aux loisirs. Non? Il y a plein de choses qu'on ne pense pas et même il y a des choses qui ne sont peut-être pas dans la maison, mais qui sont très liées à la maison et comme la maison est faite, non? Liées à l'énergie, liées à l'économie. Donc, c'est un exercice qu'on fait toujours avec ce type de groupe, qu'on a toutes ces activités et on les pose la question, où est-ce que vous voulez faire cette chose liée à la maison, non? C'est au niveau individuel, c'est au niveau de ton foyer. Tu peux t'ajouter avec différentes maisons, mais pas avec toute la communauté, ou tu peux faire ça ensemble avec tous les bâtiments, ou même, ce n'est pas nécessaire qu'on fait ça dans les bâtiments parce que c'est déjà présent dans les quartiers et on peut prescindir, on ne peut pas faire ça dans les bâtiments. Donc, avec cette idée dans la tête, on passe de cette schème de logement conventionnel que je vous racontais, qui a le maximum de surface et minimum d'espace commun, mais on ajoute cette idée d'espace communautaire qui sont vraiment, on peut utiliser, non? Qui servent à quelque chose d'autre que simplement entrer, bouger, se déplacer dans les bâtiments. Et pour faire ça d'une façon qui n'est pas un coût en dessous de ce qu'on fait déjà, parce que c'est logement social la plupart, donc on ne peut pas simplement ajouter un cours de tennis et une piscine, parce que ça va ajouter les prix aussi. Ce qu'on fait, c'est on fait le logement un peu plus petit, mais on met des espaces en commun. Non? Par exemple, dans la Borda, on imagine toujours qu'on a pris 10 mètres carrés de chaque appartement et on a 300 mètres carrés d'espace que tu peux utiliser. Mais ça veut dire qu'à la fin, si tu habites dans
logement de 60 mètres carrés, ton logement fait 60 mètres carrés plus 300 mètres carrés que tu peux utiliser. On a vu dans les cas les projets qu'on fait à Barcelone, c'est à peu près un 10% d'espace de bâtiment qui est ce type de projet dédié à des espaces communautaires. C'est un peu différent si c'est, par exemple, on a des projets qui sont dédiés à personnes âgées et dans leur cas, ils font beaucoup plus d'espaces communautaires. Donc là, vous voyez un peu cette différence aussi. Si c'est des projets plus petits, c'est un peu plus difficile à avoir, non, cette opportunité de partager. Et à la fin, là, vous voyez un peu les différents types d'espaces que ces projets partagent. Ça fait partie de cette étude qu'on a fait de comparaison de tous les différents projets. Mais par exemple, dans le cas de la Borda, il y avait des machines à laver ensemble, une cuisine, espace à manger ensemble, un gros espace polyvalent, de terrasse, des chambres d'invités, de patio, d'espace pour les vélos, tout ça. Non? Et pourquoi on pense que c'est important de faire ça, non? De sauter, de changer cette idée de logement collectif. D'abord, c'est pour cette idée d'être plus efficient et plus durable, non? Et plus d'économiser. Donc, c'est une chose très évidente, mais en Espagne, c'est les choses les plus difficiles à changer, que tu n'as pas une machine à laver chez toi, mais qu'on partage 2 machines à laver pour toute la communauté. Et là, c'est ça que vous voyez avant, dans cette image ici. Ce sont, en fait, tous les autres, ils ne sont pas branchés. Ils étaient d'abord, les gens, ils les amenaient de chez eux dans la Borda, aussi parce qu'ils avaient peur de passer dans ce modèle. Et maintenant, quand on a demandé aux gens qui habitent là s'ils retourneraient dans un modèle d'avoir la machine à laver chez eux, tous 100% disent que non, parce que c'est quelque chose qu'on a chez eux toute la semaine, mais qu'on utilise 1-2 heures par semaine. Non? Donc, c'est pas nécessaire d'avoir ça. L'autre raison, c'est aussi pour partager et pour donner des valeurs, des choses qui sont liées à prendre soin, je ne sais pas comment on dit ça en français, toutes les choses liées au care, de prendre soin des autres, de prendre soin de soi-même, toutes des activités. Non, si vous voyez, on met en commun pas seulement des espaces de loisirs, mais ce sont des espaces liés aux choses qu'on a besoin tous les jours, non? De manger, de se nourrir, de les vêtements, de laver les vêtements et tout ça. La raison, c'est que dans nos maisons, historiquement, on a donné ces espaces, non? La cuisine, la chambre où tu as la machine à laver, les pires lieux dans la maison, qui n'est pas bien avec de bonne ventilation, bonne illumination, qui est très petite pour être très efficiente, mais ça veut dire que seulement une personne peut rentrer dans cet espace. Et les statistiques nous disent que toujours cette personne, c'est normalement une femme. Donc ici, on essaye de faire des espaces qui sont très généreux, très bien illuminés, très bien aérés, très visibles, que tout le monde peut voir. C'est qui fait cette tâche et qui est très facile aussi de faire la même tâche avec des autres choses. Non? Donc c'est très commun, par exemple, dans la Borda, de faire ta machine à laver avec tes enfants parce que c'est dans un espace où il y a aussi un gros espace pour jouer pour les enfants. Et quand c'est fini, parce que c'est très vite 30 minutes, tu montes ici et tu peux faire la linge pendant que tes enfants jouent là-bas. Non? Donc tu peux faire aussi, peut être plus d'une personne et faire plusieurs choses en même temps. Ça, c'est dans le cas de la Balma qu'on a choisi, on a continué la même idée de lier des espaces qui sont dans très bonne qualité aussi pour des choses de tous les jours. Ici, c'est la cuisine communautaire de la Borda. Ce sont des photos d'il y a longtemps, maintenant il y a plein de tables, c'est un peu différent. Donc la troisième raison
pour laquelle on pense que c'est important de partager. C'est aussi pour avoir ce que moi j'aime bien appeler de luxe communautaire, non? Des choses que moi, par exemple, je ne pourrais pas avoir chez moi un espace comme celle-là, ou celle-là dans la Balma, ou celle-là dans la Borda. Tout ça, c'est compliqué à voir dans une petite maison avec ton petit salaire, mais que si on est tous ensemble, on peut avoir ces espaces qu'en fait, on n'a pas besoin tous les jours. On a besoin de moments spécifiques, non? Et en fait, ces deux cuisines communautaires que vous voyez de ces deux projets, ce sont des choses extra, non? Dans la maison, on a des cuisines, aussi parce qu'on est forcé pour la loi, et c'est une chose on a toujours un clash, non? Avec les choses que les gens veulent et ce que la loi nous dit qu'on doit faire. Et même s'il y a quelqu'un qui ne voudrait pas avoir une cuisine chez eux et seulement utiliser la cuisine communautaire, pour l'instant, ce n'est pas possible. Là, l'idée, c'est, par exemple, dans la Borda, c'est plus exagéré que dans la Balma. Il y a une cuisine qui est meilleure que plein de cuisines de restaurants. Et cet espace que tu peux utiliser, c'est utilisé une fois par semaine pour faire un repas communautaire, toute la communauté. Mais après, c'est aussi, tu peux l'utiliser pour tes événements privés. Et c'est pour ça que tu peux avoir chez toi une salle à manger qui est très petite, mais qui est suffisante pour tous les jours, non? Et si après, tu as fête d'anniversaire ou n'importe quoi, ou même il y a des gens qui font du yoga, ils mettent toutes les tables à côté, ils font du yoga là. Tu peux faire des choses que normalement tu ne pourrais pas faire chez toi, spécialement si tu es dans la domaine de logement social. Cette image, c'était aussi pour parler des choses qu'on a appris de le premier projet et qu'on a changé un peu dans le deuxième projet. Et il y avait une chose qu'on a vue, c'était que tous ces espaces communautaires, et en fait, quand je suis passé dans les ateliers, j'ai vu qu'il y a quelques d'entre vous que vous travaillez tous cette idée d'espace communautaire dans les bâtiments aussi. Ce qu'on a vu, c'était que ces espaces communautaires dans la Borda, c'était très compliqué de les donner, de les offrir à l'extérieur. Et à la fin, ce sont des espaces qui sont ils sont toujours pas utilisés au 100%. Non? Il y a plein de heures qu'il n'y a pas de gens qui l'utilisent. Et là, la communauté, ils voulaient l'offrir aussi à des associations de quartier, à l'utiliser à l'extérieur. Et c'était compliqué parce que du moment que tu entrais ici, tu étais déjà chez les gens, non? Tu pouvais entrer chez les gens. Donc, au niveau design, c'était compliqué de faire facile à partager à l'extérieur. Et ça c'est une habilité que ce type de projets ont. Ils ont les dangers qui peuvent être très fermés dans leur-même et pas s'ouvrir dans les quartiers, qui c'est bien aussi, non? Donc, dans ces cas-là, c'était assez simple qu'on pensait à incorporer ça d'abord et penser la façon qu'il y a une double porte qui permet de séparer cet espace communautaire au rez-de-chaussée de logement. Et maintenant, ils sont très ouverts tout le temps. Il y a chaque semaine des associations de quartier qui utilisent cet espace communautaire pour faire des réunions et tout ça. Là, c'est ce que je vous ai montré de la Borda. À la fin des escaliers, il y a deux chambres d'hôtes, deux chambres d'invités, que, en fait, c'est l'espace communautaire le plus utilisé. C'est plus de 50% du temps, il y a des gens de famille, des amis, des gens qui habitent là, qui utilisent cet espace. Et en fait, on encourage tout le temps le nouveau projet de faire ça. Et un autre espace que c'est important dans ce type de projet, c'est à la fin les rez-de-chaussée qui face à la rue. Dans ces cas, mais dans plusieurs cas, il loue cet espace, ça c'est la Borda, mais il y a des autres qui c'est pareil, qui louent cet espace à des associations en but non lucratif avec un loyer réduit. Ici, c'était pour un coopérative de légumes et de nourriture écologique qui était déjà dans le quartier et qui est déménagé ici parce que c'était
c'est dans une rue qui est plus populaire. Et la dernière partie que je voulais aussi remarquer de repenser le logement collectif, ça fait partie pas de la partie communautaire, mais aussi à l'intérieur des appartements, des unités. Ça, c'est le cas de La Balma, la 12e qu'on a fait. Mais comment on peut aussi repenser ce qui se passe à l'intérieur de maisons, non? Et comment on peut aussi arrêter avec cette idée plus conventionnelle d'une maison où c'est très clair, où c'est où la maison, la chambre des parents, c'est où la chambre des enfants. Non, et c'est très fixé. On essaie de travailler tout le temps avec une forme de faire les maisons qui sont moins hiérarchiques, plus flexibles et qui aussi peut évoluer dans le temps. Non? Moi, j'ai trouvé tout le temps, c'était bizarre que chez mes parents, c'est toujours la même. Quand mon frère et moi, on habitait là, et maintenant qu'on n'habite plus là, ça n'a rien changé. Et pourquoi? Non? Pourquoi on ne peut pas penser des maisons qui changent? Donc, on fait ça de deux façons. Il y a un côté design. Non? On a ces chambres qu'on peut ajouter au nom en minimum. Non? Ici, vous voyez le minimum. Après, on peut ajouter une deuxième chambre, un deuxième espace qui peut devenir une chambre. On peut ajouter un troisième espace. Non? Et on peut aussi, vous voyez les différentes possibilités où tu veux mettre la salle à manger ou le living. Et tu peux faire en configuration différente qui peut aussi évoluer dans le temps. C'est tout préparé, toute la structure matérielle mais aussi légale est préparée pour changer ces chambres très rapidement d'un appartement à l'autre. Là, vous voyez dans les cases de la Borda, le premier qu'on a fait, qui était un peu moins flexible à mon avis, mais que vous voyez, on partait de la base qui était 40 mètres carrés. Après, on pouvait ajouter une deuxième chambre qui était... Ce sont des espaces de 16 mètres carrés, ça veut dire ça faisait 60 mètres carrés plus ou moins, ou un grand logement de 75 mètres carrés. Donc, là, dans les cas de la Borda, dans les cas de la Balma, ce n'était pas ça, mais dans les cas de la Borda, on pouvait choisir où est-ce qu'on voulait mettre la cuisine autour de la salle de bain, et ça nous permettait d'avoir, là vous voyez la structure qui était préparée pour bouger cet espace qui pouvait aller d'un appartement à l'autre. Donc ici, vous voyez un appartement moyen. Là où les gens ils pouvaient avoir un autre espace, un trou qui face à l'autre espace, mais qui nous a donné une variété. Non? Dans le cas de la Borda, il y a 28 logements qui viennent tous d'un même principe, mais qui sont tous différents. Ça, c'est pour la question plus design. Et peut-être c'est un peu utopique que penser que, OK, j'ai besoin d'une chambre parce que j'ai eu un enfant, donc je vais aller demander à mon voisin s'il veut me donner sa chambre. Ça n'arrive pas tout le temps, mais ça fait 5 ans que la Borda est habitée et ça a presque arrivé. Il y avait la discussion de faire ça déjà. Mais l'autre chose qui s'est arrivée dans 6 foyers, je pense, c'est qu'il y a eu, seulement dans 5 ans, il y a eu un changement de gens qui habitaient dans un appartement et qui ont bougé à un autre appartement et qui ont bougé temporairement. On a eu des gens qui se sont divorcés, donc mais qui sont bien divorcés, donc ils ont eu qui ne sont pas fâchés, et qui ont des enfants, donc ils ont resté là, mais dans une autre unité. Donc, parce que ce type de coopérative, quand il y a un appartement, une maison qui est vide, ceux qui ont la priorité pour bouger là, pour déménager là, sont les gens qui habitent déjà là. Donc, par exemple, si tu es dans un appartement moyen, il y a un grand appartement qui est libre, tu peux bouger là, et c'est l'appartement moyen qui est offert à les gens qui habitent pas là, non? Et c'est en flexibilité et en possibilité de bouger, de changer quand tu as des changes dans ta vie, sans avoir, même pas de changer de quartier, sans changer
d'immeubles. Non? Et c'est une chose qu'on a vu que c'est très intéressant. Et en fait, il y a eu des changements qu'on a fait dans cette idée de customisation, de personnalisation, qu'on a les souvent projets, on laisse moins choix de customisation parce qu'on a vu que c'est plus facile après de bouger d'un appartement à l'autre. Et finalement, une chose qu'on fait dans les projets qu'on va commencer cet été, les travaux, aussi parce qu'on a réussi à changer, introduire un nouveau type de logement dans la loi en Catalogne. C'était, à la fin ici, on est toujours dans le logement conventionnel, même si on partage des espaces, mais tu peux plus ou moins habiter chez toi la plupart du temps. Mais on a trouvé des gens qui voulaient habiter encore plus ensemble. Donc, on a vu il y avait cette typologie spécialement en Suisse et en Allemagne qu'ils appellent cluster, non? Des gens qui ils ont encore plus petits appartements, mais parce qu'ils favorisent des espaces partagés, pas avec toute la coopérative, mais avec, par exemple, la moitié ou toutes les tâches. Non? Donc, peut-être c'est 6, 7, 8 unités qui ont cet espace en commun. Ça, c'est le cas de Sotrac. Qui ont cet grand espace en commun. Ils ont une petite kitchenette, mais l'idée des gens qui vont habiter là, c'est de faire tous les repas ensemble, d'habiter encore plus ensemble. Et ça, c'est l'autre qu'on va commencer, qui a incorporé aussi cette nouvelle chose. Non? Et là, encore des choses invisibles que vous ne voyez pas quand vous voyez ce type de projet, mais il y a eu tout ce travail qu'on a fait avec le gouvernement pour changer, avec les partis politiques, pour changer cette loi qui nous a empêchés de faire ce type de projet. Et la dernière chose, c'est lié à la durabilité. Je ne veux pas trop parler de Passive House et de design bioclimatique et tout ça, parce que je pense qu'il y a plein de choses, même architectes, quand ils vont venir, peut-être, ils vont vous raconter des choses plus intéressantes. Mais je voulais seulement vous expliquer des choses qu'on trouve que c'est important et qu'on n'en parle pas trop. Il y a une chose, un concept, c'est qu'on fait des bâtiments qui sont passifs, mais parce qu'on a des habitants qui sont actifs, qui savent comment utiliser leur maison. Donc, oui, on a ce design bioclimatique qui récupère les connaissances traditionnelles avec les volets en bois, tout ça. Ça, c'est la borda, ça, c'est la balma. Mais c'est aussi parce qu'on a travaillé avec les gens comment utiliser chez eux. Non? Et on a aussi valorisé ces espaces. Non, ça c'est le cas de la Balma où les couloirs sont en même temps le balcon, la protection solaire, mais qui font cette connexion entre cet espace au milieu de l'espace public et l'espace totalement privé. Là, vous voyez, ça ressemble à notre projet, mais c'est la borda, c'est la façade du nord qui a un maximum 30 minutes de sol le meilleur jour de l'année. Donc là, on a fermé, non? C'était très, très différent l'approche. On a aussi travaillé beaucoup, ça c'est la section de la coupe de la borda, on a essayé de mettre la plupart des mètres carrés dans les côtés sud, qui est le mieux. Et on a travaillé aussi beaucoup avec cette cour qui a différentes fonctions. Non, il y a une fonction bioclimatique parce que c'est fermé avec un cercle qui nous aide à avoir un espace qui est toujours plus tempéré que l'extérieur. Donc, on demande aux gens de ventiler avec cet espace au milieu. Mais ça, c'est un exemple aussi de choses qui viennent aussi de la discussion et de la participation avec les habitants. Non? Au début, on commençait par lui demander de nous amener des images de références qu'ils avaient dans la tête, des choses qu'ils aimaient bien, de logements. Il y avait plein de gens qui nous amenaient des images des patios d'Espagne. Aussi, il y a une typologie qui s'appelle Corrala, que c'est des patios autour où il y a des logements très, très populaires.
Et c'est ça qu'on a répliqué un peu, non? Donc, c'est pas seulement une fonction bioclimatique, c'est aussi une fonction sociale. Parce que non, c'est un espace que tu ouvres la porte chez toi, tu vois tes voisins s'ils sont en train de sortir aussi, tu vois quelqu'un s'il est en train d'utiliser l'espace communautaire. Et ça se passe beaucoup, non? Il y a des enfants qui jouent dans cet espace et les autres enfants qui voient qu'ils sont là, alors ils descendent. Donc ça, c'est un design qui peut favoriser aussi qu'on est un peu plus connecté avec nos voisins. Là, il faut que je fasse aussi un trigger warning, non? De dire qu'il ne faut pas être non plus très optimiste de penser qu'on est Dieu et qu'on va faire avec nos designs que les gens s'aiment les uns les autres. Tu peux toujours détester ton voisin et l'architecture ne va pas faire que vous devenez des amis, mais peut inviter que tu croises tes voisins et que tu connaisses un peu plus tes voisins. Et la serre, c'est en fait, dans la case de la Borda, la seule part qui est automatisée. Tout l'autre, c'est fait avec ces usagers actifs que je parlais. Et avec ça, parce que ça fait 5 ans que la Borda est habitée, et on a eu la chance d'étudier comment ça marche, de faire des changements dans quelque chose. Par exemple, on a de l'eau chaude fait collectivement avec des pellets, et on a seulement avec des changements de petites choses, on a réussi à sauver de l'argent et de l'énergie. Mais on a prouvé qu'avec cette approche, on a réussi à dépenser la moitié d'énergie et d'argent en gardant le confort en comparaison avec les immeubles de quartier. Non? Et l'autre chose qu'on pense c'est très important, c'est tout d'abord commencer avec qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Non? Si on veut être vraiment durable, il faut éviter de faire plein de choses. Non? Éviter de dépenser des mètres carrés, de l'énergie, des matériaux. Là, une chose qu'on a vue, c'était que les gens qui étaient en train d'habiter là, la plupart, ils n'avaient pas de voiture. Et en fait, c'est une chose qu'on voit à Barcelone et qu'on voit spécialement dans le logement social. On sait que les gens qui habitent dans le logement social, ils ont moins de voitures que la moyenne. Aussi, la ville, il est dans un train, non, l'idée d'avoir moins de voitures dans la ville, mais on avait une loi qui nous forçait à construire des parkings souterrains qui n'auraient été jamais occupés, qui auraient été très chers et très pas écolo, non? Tout le béton que tu dois dépenser, toute l'énergie. Donc, on a réussi, non? On a parlé avec la communauté, ils étaient d'accord qu'ils ne voulaient pas un parking souterrain, et on a convaincu, ensemble avec les autres coopératives d'habitants qui étaient en train de se faire, on a convaincu la mairie de changer cette loi, et la Borda est devenue le premier bâtiment qui n'a pas utilisé qui n'a pas été forcé à faire de parking souterrain. Et après aussi, on a discuté beaucoup avec la communauté de choix de matériaux, par exemple. Et là, dans tous ces 2 projets, on a travaillé en bois. Après, le projet après, on n'a pas réussi à toujours utiliser le bois à cause de le prix qui est devenu très, très cher. Maintenant, on est revenu au bois. Mais là, c'était très intéressant parce que comme les habitants, ils étaient en même temps les developers, non? Ils étaient aussi très intéressés même si c'était plus cher le bois, c'était plus rapide. Non? On a fait 16, c'est les rez-de-chaussée, c'est en bois, en béton, mais après on a 6 étages qui sont en bois et qui ont été faits en 6 semaines. Chaque semaine, un étage avec seulement 4 personnes. Et je peux rendre la crème, je peux rendre ça, la grue. Et j'ai fait toujours la blague. Je ne sais pas si en France, les Basques ont la même réputation qu'en Espagne, mais en Espagne, les Basques ont la réputation d'être très forts. Et c'était une compagnie de Pays Basques. Et ils ont mené 4 Basques. Ils ont fait en 6 semaines tous les bâtiments. Donc, je fais toujours la même blague. C'est une blague, mais c'est vérité. Et là, c'est en fait pour finir. Non, une chose qui était importante pour nous après la Borda, c'était de mettre toutes ces choses qui peuvent être très compliquées
pour les gens qui ne sont pas habitués à ces modèles. Non, c'est un modèle très nouveau. Donc, on a aussi beaucoup travaillé à étudier ce qu'on a fait, ce qui s'est fait dans les autres pays, à essayer de mettre ça d'une façon qui est plus ou moins facile à comprendre et a fait beaucoup de diffusion de ce modèle. Et c'est pour ça aussi qu'on a réussi à faire plusieurs projets. Et je voulais seulement pour la fin dire que si ça vous intéresse plus aussi, si ça vous intéresse le côté archi, on a notre site internet qui est seulement en catalan, mais qui c'est plein d'images. Et sinon, si toujours il y a quelques choses que vous ne trouvez pas, on est très open source, Creative Commons, on est content de partager tout ce qu'on peut. Et si ça vous intéresse aussi le modèle de logement coopératif, il y a cette fondation qu'on a créée après la Borda, qui s'appelle la Dynamo, qui est fait pour aider spécialement les groupes qui veulent commencer leur projet. Et dans le site internet de la Dynamo, il y a plein de documents. Il y a quelques qui sont aussi en anglais et qui peuvent vous aider si ça vous intéresse plus. Et je pense que j'ai un petit peu de temps pour les questions si vous en avez plus. Merci.